Alors cet après-midi se poursuit avec la thématique « Quel modèle économique pour l'information ?» Une question, vaste question pour les 3 médias qui sont représentés ici, l'agence de presse Bloomberg, le groupe télévisuel et radiophonique Next Radio TV qui a été racheté par SFR, qui possède BFM TV, RMC. Et puis le groupe Les Échos, presse écrite, le groupe Les Échos, Le Parisien, avec vous, Pierre Louette. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, John Michalowicz. Vous êtes le rédacteur en chef de Bloomberg. Finalement, une question très simple pour lancer ce débat. Est-ce que on connaît tous le prix de la fabrication de l'info, ça coûte très cher. Aujourd'hui, on voit bien que les groupes de presse, les télés ont parfois du mal à financer la fabrication de cette information. Pourquoi est-ce que finalement on a du mal en fait à faire payer? Est-ce que c'est pas finalement un peu aussi la faute de la presse et des journaux qui au départ ont tout donné gratuitement sur le web? Oui, on the web. Tout à fait d'accord. Je pense que notre profession, le journalisme, eh bien, on a commis une grave erreur. Quand le web, quand l'Internet est arrivé, à l'époque je travaillais à l'Économiste, bien, tous les journaux ont donné gratuitement de grandes quantités de contenu. Et selon moi, ça a créé l'idée de départ que ça allait rester comme ça. Mais ce qu'on a constaté depuis 5 ans, certainement, c'est que toutes les médias de journalistes de bonne qualité ont commencé à commercialiser, ont commencé à entrer dans leurs fonds, à devenir profitables. Wall Street, par exemple, Wall Street Journal, 3 millions, New Financial Times, 1 million, Le Monde va très bien également financer. Tout le monde passe à ça, évidemment. La question, c'est est-ce que cela soutient tous les formats de journaux ou est-ce que c'est différent, différent pour la télévision? Je pense que beaucoup de cela, c'est notre faute, vraiment. Je me souviens de l'époque où le web est arrivé. À l'Économiste, on a commencé à faire payer les gens assez rapidement. C'était une erreur au départ d'avoir donné gratuitement l'information sur le web. Aujourd'hui, on voit, comme vous dites, les modèles se dirigent vers des paywall sur Internet, modèle mixte, gratuit, payant. Est-ce que c'est l'Eldorado? Est-ce qu'il n'y a pas des failles sur ce modèle-là? Je crois que les gens sont passés du paywall avec un compteur qui vous permet de laisser quelques contenus gratuitement, parce qu'on a tous besoin de publicité. Donc, si vous d'autres journaux, par exemple le New York Times, ça serait un chiffre différent, mais pour eux, 100 millions de personnes viennent consulter le site du New York Times. Chaque mois, ils ont 2 millions d'abonnés. On peut faire les deux, parce que voilà, il y a des gens qui viennent lire 1 ou 2 articles, mais il y a des failles là-dedans. Si vous voulez des exemples de ça, dans le journalisme local, c'est là que vous en trouverez. Et ça ne marche pas très bien. Si je regarde les États-Unis, bien à Washington, il y a tant d'argent investi dans le journalisme, il y a tant de gens qui tentent de mener des enquêtes sur Trump, etc. Mais au niveau local, c'est plus difficile parce que beaucoup des journaux anciens des villes sont en difficulté. Alors ce matin, vous êtes intervenu aux Échos sur l'intelligence artificielle. Est-ce que la technologie peut aider à changer les choses et à mieux monnayer l'information finalement? L'intelligence artificielle, par exemple, ça peut aider à développer des services de plus en plus personnalisés. Est-ce que ça peut aider justement à mieux à amener les gens, les annonceurs finalement, à payer plus cher? La réponse, c'est dans une certaine mesure. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle aide au niveau des coûts pour les choses simples.
On peut interviewer quelqu'un maintenant avec un magnétophone, on peut appuyer sur un bouton et ensuite tout est transcrit en notes, on peut faire des choses niveau finance ou des ordinateurs vous aident à trouver les choses. Ça permet de faire des économies, mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, en ce qui concerne le modèle de revenus, je suis peut-être très optimiste, mais le lieu où ça marchera le mieux, je pense que c'est pour tout ce qui concerne le fait de trouver des publics. Et personne n'a maîtrisé la façon de personnaliser les nouvelles, envoyer des nouvelles que les gens souhaitent recevoir individuellement. Mais pour moi, regardez l'histoire du journalisme, si vous voulez. Il y a des technologies qui sont arrivées. Et chaque fois, ça a créé une panique, beaucoup de fake news, et au bout du compte, ça finit par marcher. Merci, John. Pierre Louette, aujourd'hui, la problématique finalement de la presse écrite, c'est peut-être aussi de réinstaurer la valeur perçue de l'information dans un monde de gratuité. Comment on fait ? Alors comment on fait ? Voilà une question générale et pertinente à la fois. Peut-être pour reprendre un petit peu ce que John disait avant, quand Internet est apparu, on a vu apparaître un nouveau mode d'accès à l'information en général, à toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, on sait que c'est aussi le moment où s'est installé peu à peu une sorte de duopole, en fait, avec un très petit nombre d'acteurs par lesquels passe l'essentiel de la recherche et par lequel passe aussi une bonne partie de la consommation. On sait que les GAFA concentrent à peu près 40% du temps passé sur Internet, et certains d'entre eux concentrent plus de 90% des revenus publicitaires liés à la recherche. Donc la presse, elle était née dans l'extrême pluralité. D'ailleurs, cette pluralité, elle a été défendue par les hommes politiques, parfois par les lois surtout. Elle a été préservée. On a eu dans ce pays, pour le dire comme ça, il y a très longtemps, une presse dans laquelle il y a plusieurs journaux qui vendaient 1 million d'exemplaires par jour. Enfin, il y avait une presse très puissante. Elle était unique en son genre. Et puis, elle était très plurielle. Et on s'est rendu compte dans les derniers temps que ce n'était pas si facile d'être pluriel, actif et de qualité face à un petit nombre d'intermédiaires. Donc, il y a eu cette phase de découverte avec joie des délices d'Internet et d'offrande qui a été faite de tous les contenus en disant voilà, on va tout mettre et tout le monde pourra accéder à tout et ce sera formidable. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, on travaille beaucoup, et John l'a mentionné aussi, et je pense que c'est pareil pour les uns et pour les autres, on travaille sur ces systèmes d'accès dans lesquels on réinstaure la valeur perçue en disant non, ça n'est pas gratuit, parce que faire de l'information de qualité, ça n'est pas gratuit. Avoir des rédactions nombreuses pour faire de l'information de qualité, ça n'est pas gratuit non plus. Distribuer un journal, le transporter dans le monde physique, papier, c'est assez onéreux également. Et donc on doit réinstaurer cette perception de la qualité et, comme tu l'évoquais, monétiser en fait quelque chose qui a beaucoup de valeur. Moi, j'ai un exemple dans le groupe Les Échos Parisiens qui est très singulier, c'est celui du Parisien. En fait, si on faisait une distinction comme ça dans les catégories, quand on est un acteur de la presse économique et financière, c'est le cas des Échos, mais c'est encore plus le cas dans le monde des agences de presse, par exemple dans Reuters ou dans Dow Jones ou Bloomberg aussi. On a des clients qui sont pas infiniment nombreux et qui peuvent payer. Ils sont des clients, des banques, des institutions financières. On peut leur vendre un service parce que c'est un service qui peut leur faire gagner de l'argent tout de suite de façon assez perceptible. L'information générale, elle est pour moi encore plus importante, mais la perception de la valeur financière qu'elle va créer n'est pas si évidente. C'est ce qui constitue un lien démocratique, c'est ce qui constitue l'information des concitoyens, mais trouver des clients qui disent « je suis prêt à payer des sommes très importantes pour la payer », ça n'est pas si simple. Donc tout le travail qui est mené sur les abonnements digitaux et sur les paywalls dont on parlait, c'est celui-là, c'est de dire il y a un peu de gratuité, et puis après on se cogne au paywall, et puis si vraiment on a envie, et c'est ce qu'on essaie de faire, créer de l'envie, et l'intelligence artificielle nous y aide d'ailleurs, eh bien vous allez vous abonner et vous allez devenir un consommateur payant de contenu cher à produire. Alors, le gratuit n'a pas tout faux non plus, puisque c'est aussi un moyen normalement de générer des recettes publicitaires autour. En tout cas, le modèle économique du gratuit, c'est normalement ça. Mais la publicité online n'a pas eu l'effet escompté pour la presse. Est-ce que, et puis la publicité sur le papier est en décroissance, est-ce que finalement les journaux vont devoir apprendre à vivre sans la publicité ?
Alors, ils ont toujours vécu plus ou moins dans un commerce qui était d'ailleurs parfois pas formidable avec la publicité. Ça s'est bien ensuite établi avec des règles strictes. Aujourd'hui, dans le compte d'exploitation d'un journal, traditionnellement, il y avait à peu près un tiers de revenus publicitaires, un tiers d'abonnements et un tiers de ventes directes. Là, les choses ont vraiment changé beaucoup. On a toujours ce tiers de pub, mais de pub sur tous les formats confondus. C'est-à-dire aussi bien la pub associée au papier que la pub qu'on va trouver online. Alors, apprendre à vivre sans la pub, je ne crois pas. Il y a une chose qui nous inspire un peu confiance quand même dans l'avenir, même si on a vraiment conscience de traverser une phase très longue de transition digitale. Mais la transition digitale, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est vraiment plusieurs années, peut-être 20 ans, en fait, dans lesquels on mute, les comportements mutent, les masses financières se déplacent, et on doit s'habituer à ce nouveau monde. Donc on a perdu, en 10 ans, la moitié des revenus publicitaires de la presse quotidienne nationale. Ils ne sont pas partis nulle part, ils sont partis essentiellement vers les plateformes qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc il n'y a pas une disparition, mais il y a une très forte diminution. Maintenant, on développe toute une série de nouveaux moyens pour trouver des revenus publicitaires en ligne. En même temps, on voit que le programmatique, le display, ce qui était apparu aussi récemment, a tendance à s'affaiblir. Donc on développe encore des nouvelles sources de revenus, et c'est ce qu'on appelle la diversification. C'est d'ailleurs typiquement une chose qu'on fait aujourd'hui, organiser des événements. Le groupe Les Échos a fondé avec Publicis Vivatech, par exemple, qui est devenu l'un des 3 principaux événements autour de la tech en fait, dans le monde aujourd'hui. Faire des événements. C'est un événement qui est rentable ? Vivatech est rentable. Il a perdu un peu la première année, équilibre la deuxième année, rentabilité la troisième. Donc c'est un modèle qui est vertueux. Et développer des salons, le salon d'entrepreneurs, le salon du handicap aussi, des événements, du publishing, toutes sortes d'activités qui nous permettent de compenser, si j'ose dire, la baisse de la pub classique et aussi la baisse de la pub nouvelle. Sans se mettre en contradiction avec le cœur de métier qu'est la presse, on a pu observer notamment dans certains groupes des diversifications poussées assez loin, notamment au Figaro, ou avec le rachat d'un pure player sur l'organisation de voyages dans le tourisme. Est-ce que finalement, quelle est la limite pour un groupe de presse dans la diversification des activités ? Moi, je n'ai pas du tout de leçon de conseil à donner à nos collègues du Figaro, mais je pense que la limite théorique, c'est jusqu'où la marque peut s'étendre. Toutes ces diversifications qui ont été faites par les Échos, singulièrement, et que le Parisien commence à faire maintenant, elles sont autour de la marque. Quand on fait des publications pour des réseaux d'experts comptables, de commissaires aux comptes, c'est bien parce qu'il y a la marque Les Échos associée, d'une certaine façon, à ces contenus, que ces publics professionnels les achètent. Quand on fait un salon ou un événement comme celui-ci, co-organisé avec France Info, Radio France et France Télévisions, donc si on a un public, heureusement, qui vient nombreux, c'est qui se dit, avec ces gens-là et avec le programme qu'ils ont constitué, ça pourrait être sérieux quand même. Il y a une présomption que ces marques-là valent, par leur qualité et leurs attributs de sérieux, honnêteté et une certaine expérience professionnelle de tout ça. Donc il faut stretcher, tirer peut-être la marque vers des nouvelles activités, comme des pétales qui se développent autour du cœur de la marque, mais sans aller trop loin. On sait que dans le monde, il y a des diversifications extrêmement nombreuses qui ont été menées. Dans beaucoup de groupes européens, en réalité, les groupes de presse ont une activité presse qui est devenue minoritaire. Un groupe comme Schibsted en Norvège, mais Springer en Allemagne aussi, a finalement plus d'activités, plus de revenus qui sont liés aux petites annonces immobilières, aux petites annonces automobiles, à des services marketing, de marketing relationnel, et une minorité qui est liée à la presse. Mais c'est la route à suivre pour les groupes de presse, c'est-à-dire qu'à terme, le poids de ces activités au sein des groupes sera plus important. Vraiment, là, sous le contrôle de mes collègues et de John en particulier pour les États-Unis, mais je tente une espèce de séparation. Il y a les grands groupes de presse anglo-saxons dans lesquels la transformation vers un modèle qui est tiré par l'abonnement online marche très bien. Et puis, ce sont des groupes dans lesquels l'actualité américaine, c'est un peu l'actualité du monde. Quand on voit le développement des abonnements au New York Times et au Washington Post, on sait qu'il y a un effet Trump quand même. C'est-à-dire qu'il y a une actualité qui est dingue, qui est très importante. Je ne voulais pas laisser prise à l'ambiguïté, mais qui est très importante, qui est liée à lui. Et donc, il y a un développement de l'intérêt. La couverture est extrêmement intense. Bon, nous, on n'a pas tout à fait les mêmes effets. Et donc, on a des groupes européens qui, eux, sont diversifiés dans les petites annonces, comme tu l'évoquais dans le voyage, l'acquisition de, je crois, Marco Vasco par le Figaro, sont des agences de voyage physiques, avec aussi un prolongement online. Et parce que le Figaro avait depuis longtemps, dans son ADN, un magazine, le Figaro Magazine, dans lequel il y avait beaucoup de pages voyage. Bon, donc ils ont tiré la chose un peu loin,
mais c'est toujours pour trouver des revenus complémentaires pour financer ce qui est le cœur du système et qui est la vraie garantie de la marque, qui est des rédactions de qualité qui peuvent faire leur métier de couverture universelle de qualité. Alors Hervé Bérou, vous dirigez BFM TV, et plus généralement les activités audiovisuelles de SFR. D'Altis. D'Altis, absolument. C'est un modèle très particulier, puisque c'est un modèle qui est basé sur les synergies entre la radio et la télévision. Il y a dans le groupe une activité presse aussi, avec l'Express Libération, mais pour l'instant, il n'y a pas de synergie avec l'audiovisuel. Peut-être qu'il y en aura-t-il un jour, je ne sais pas. Ce modèle-là, il se trouve que c'est un petit peu la voie que prennent nombreux médias. On a vu M6 racheter RTL. France Info est une illustration de synergie entre France Télévisions et Radio France. C'est la condition qui permet de financer une information rentable pour un groupe de médias. Alors nous, le groupe que je représente, sommes dans un fonctionnement, un modèle qui est différent de ce que l'on vient d'entendre, puisque nous sommes à la base des médias gratuits. Le public peut regarder la télévision et écouter la radio gratuitement. Et donc nous vivons jusqu'à aujourd'hui quasi exclusivement par la publicité. C'est en train d'évoluer un peu en ce qui concerne la télévision, puisque maintenant sont passés des accords entre les distributeurs, les opérateurs de télévision et les chaînes de télévision. Donc nous sommes des deux côtés, avec SFR d'un côté et avec le groupe Next Radio TV, BFM TV de l'autre côté. Ça évolue dans le sens où les opérateurs télécoms commencent à rémunérer des chaînes gratuites. Des chaînes gratuites de télévision, parce qu'elles amènent des contenus qui sont évidemment importants, voire indispensables aux opérateurs téléphoniques. Bon, ça, on est au tout début de cette évolution-là. Elle va sans doute aller crescendo. Pour le reste, donc, nous vivons quasi exclusivement de la publicité. Donc, je dirais que de notre point de vue, avant de parler des synergies qui sont effectivement importantes, le point de départ indispensable pour gagner de l'argent et pouvoir faire de l'information de qualité, c'est de trouver le bon modèle éditorial. C'est, pour parler du groupe au sein duquel je travaille depuis maintenant 8 ans, Alain Veil a lancé le groupe Next Radio TV en 2000 en rachetant RMC, qui à l'époque était une radio moribonde, et il s'est posé la bonne question, et qui perdait beaucoup d'argent, et il s'est posé la bonne question à l'époque, comment relancer RMC? Bien, en trouvant un modèle éditorial qui se distingue des autres radios généralistes, France Inter et RTL et Europe 1, les concurrentes privées, en partant sur le modèle info, talk, sport. Voilà. Et c'est ce qui a permis à RMC de se distinguer, de regagner en audience et donc de revenir viable. Et c'est la viabilité de RMC qui a permis, quelques années plus tard, de financer le lancement de BFM TV, en partant là aussi sur un potentiel, sur un élément différent de ce qui existait, c'est-à-dire une chaîne basée sur la priorité au direct, sur l'image, sur l'événement, ce qui n'était pas le cœur du travail des chaînes d'infos qui existaient en France à l'époque. Et là aussi, en se distinguant en termes de modèle éditorial, eh bien, ça a permis à BFM TV de se placer assez rapidement en tête des chaînes d'information en France, donc de gagner de l'argent et donc de se développer. Commencé il y a 13 ans seulement avec 70 journalistes, nous sommes aujourd'hui plus de 300. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ, j'insiste là-dessus. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de faire une télé ou une radio ou un journal qui correspondent aux attentes du public. Et puis ensuite, il faut être malin dans ce développement. Donc, possédant une radio RMC et une chaîne d'information BFM TV, Alain Veil a pensé qu'évidemment, il fallait développer les synergies, les passerelles entre ces médias pour évidemment alléger les coûts de l'un et de l'autre et doper également l'audience. Ça a été lancé en 2007 sur RMC et BFM TV avec l'interview matinale de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, qui a été mise à la fois à la radio et à la télévision. C'est aujourd'hui, 11 ans plus tard, le moment le plus écouté de la radio RMC et le moment le plus regardé de la chaîne BFM TV. Alors vos détracteurs disent que c'est un modèle low cost.
Non, pas du tout, puisque en rien ça n'a affaibli le programme de RMC et en rien ça n'affaiblit le programme de BFM TV. En revanche, ça allège les coûts de chacune, qui pèsent sur chacune de ces chaînes. Et c'est ce que nous avons donc depuis largement développé. Par exemple, la matinale de Jean-Jacques Bourdin, avant son interview de 8h30, est diffusée à la fois sur RMC, bien sûr, à la radio, mais aussi à la télévision, maintenant sur RMC Découverte. L'émission suivante, Les Grandes Gueules, est diffusée à la fois sur RMC et à la fois sur RMC Story. La chaîne de radio BFM Business est aujourd'hui diffusée à la télévision, et même depuis quelques semaines, la matinale de BFM Business est diffusée sur la chaîne de télé RMC Story. Ces synergies ont été développées. Elles permettent au contraire à chaque fois de donner plus de moyens au programme, avec de la publicité qui vient à la radio, qui vient à la télévision, pour un seul programme qui coûte évidemment moins cher à réaliser. Alors, il y a une nouvelle étape de l'histoire de RMC, BFM, qui a commencé avec leur rachat par SFR. Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça a apporté concrètement aux médias audiovisuels? Alors déjà, j'y faisais allusion il y a quelques minutes. En dehors de la rétribution que vous avez réussi à négocier. Voilà, en effet, on a pu négocier assez facilement avec SFR. Beaucoup plus qu'avec les concurrents de SFR? Non, pas tous. On a négocié avec Bouygues aussi. Des accords ont été passés avec Bouygues et avec Canal. Donc on n'a pas encore bouclé la négociation avec tous les opérateurs. Mais enfin... on l'a donc bouclé assez facilement avec SFR, mais aussi avec quelques-uns des concurrents. Donc bon, ça c'est disons une fluidité dans le fonctionnement. Et puis plus généralement, être adossé à un grand groupe solide, ça nous a permis aussi de jouer plus facilement dans la cour des grands, parce que les médias, évidemment, c'est aussi un rapport de force. Et jusqu'ici, le groupe lancé par Alain Veil, donc il y a seulement moins de 20 ans, avait grandi évidemment, mais restait un petit groupe par rapport à des grands groupes comme Radio France, comme France Télévisions en termes de chaînes publiques, mais aussi comme TF1 ou M6 RTL en termes de groupes privés. Le fait aujourd'hui d'appartenir à un groupe comme Altis, comme SFR, nous donne les épaules plus larges et plus de confort dans notre travail. Et on a pu le voir notamment dans l'illustration concrète récente sur la construction des studios. Il y a combien de studios? Il y a 7 studios. Nous venons de déménager donc de l'autre côté de la scène près de France Télévisions. Donc ça illustre votre propos, sur ce qu'on appelle un campus Altis avec 4 bâtiments. 3 sont occupés par SFR, l'opérateur téléphonique, et il y a un bâtiment média avec BFM TV, RMC, Libération, l'Express, enfin l'ensemble des médias du groupe. Et tout ça évidemment s'effectue sous l'égide d'Altis. Et donc il y a 7 plateaux. Voilà. Alors, on entend beaucoup parler de la robotisation de la presse ou de la télé. Dernièrement, on a vu pas mal d'articles de presse sur des robots qui sont en corpsman, en fait, qui présentent le journal. Alors, ça a un avantage parce qu'un robot, ça n'a pas de salaire, ça ne prend pas de vacances. Et apparemment, ça travaille plutôt bien. Donc, est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez pour BFM? Non, très honnêtement, non. Je ne le souhaite pas, hein, pour ma part. J'espère d'ailleurs avoir pris ma retraite quand les premiers robots arriveront sur les plateaux de télévision ou de radio. Mais, pourquoi ça? Parce que j'aime l'humain. Enfin, moi, personnellement, je fais ce métier depuis plus de 30 ans, d'abord pour travailler avec des humains et avoir des échanges. Travailler le matin avec un robot, dans l'idée, ça ne me fascine pas. Mais même je dirais surtout ponctuellement pour certains types de... Non, mais évidemment, aller vers l'automatisation, aller vers la modernisation, on le souhaite. Et d'ailleurs, on a lancé par exemple à Paris une chaîne locale, BFM Paris, où on ne travaille plus avec des caméras, mais tout simplement avec des iPhones. Enfin, la modernisation et évidemment les avancées technologiques, nous y sommes favorables. Pour le reste, pour revenir à la question du robot, en particulier quand vous êtes à la tête d'une chaîne d'information dont le modèle est la réactivité à chaque instant en fonction d'événements que vous ne pouvez pas anticiper quelques secondes plus tôt, il me semble compliqué comme ça d'imaginer, peut-être que je serais dépassé par la technologie, mais d'imaginer un robot capable d'intégrer minute après minute les évolutions de l'actualité pour y répondre. Alors, dans la problématique de monétisation de l'information, Pierre, il y a aussi le droit voisin que la presse
européenne est en train de négocier avec les GAFA. En fait, il s'agit de pouvoir obtenir une rémunération des Google et consorts qui indexent gratuitement aujourd'hui les articles de presse et font de l'argent sur ces articles dont ils ne financent pas la production. C'est un combat crucial, ça, pour l'avenir de la presse en termes de revenus. Vous en attendez quoi dans les années à venir, une fois que ce sera négocié? C'est un combat important et c'est un combat qui est lié à ce qu'on évoquait aussi il y a un instant, qui est l'adaptation aussi du droit aux nouvelles conditions de dissémination et de propagation de l'information. Donc on est sorti effectivement des modèles classiques, ça c'est clair. On a des grandes plateformes, on a aussi des moteurs de recherche dans lesquels les gens cherchent beaucoup l'information. Et donc qui bénéficient aussi beaucoup de ce trafic, parce que eux, ce qu'ils monétisent, ce dont ils tirent des revenus, c'est l'importance et le développement du trafic. Et il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'ailleurs, de revenus qui sont accordés à ceux qui organisent cette production, les publishers dans le texte de la Commission, les éditeurs. Donc c'est un combat important parce qu'il s'agit de faire reconnaître que sans le financement apporté par tous ces éditeurs, il n'y aurait pas un tel volume de contenu qui serait mis à disposition, partagé et qui générerait des revenus pour d'autres. C'est vraiment comme si on passait notre vie à générer des revenus pour autrui. Alors c'est satisfaisant dans une certaine mesure quand on est extrêmement généreux, mais en même temps on a, et tu le mentionnais à l'instant aussi, on a à faire tourner des newsrooms. Moi je reprendrai juste un mot, on ne peut pas parler de low cost, il faut parler de smart cost, il faut parler d'entreprises qui gèrent bien et qui recrutent quand même 200 ou 330 journalistes d'après le décompte. Voilà, donc qui recrutent des journalistes pour faire plus d'informations. Tout le sujet qui nous est posé, c'est vraiment l'économie de cette production médiatique face aux plateformes. Donc le débat est très engagé. Donc il y a eu cette victoire au Parlement européen qui a reconnu une capacité à créer ses droits voisins. On est très très loin de la ligne d'arrivée, puisqu'il faut encore que le fameux trilogue aille à son terme. Il faut que le texte soit adopté. Il faut trouver un taux, une assiette, des mécanismes de collecte. Enfin, ça va durer un certain temps. Mais je pense que le principe soit posé, c'est vraiment, vraiment important. Et si j'ai le droit d'ajouter un autre mot aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de robots, alors nous non plus, on n'en a pas encore et on n'y travaille pas beaucoup aux robots, mais sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser et tous les algorithmes qui sont derrière pour le développement des abonnements. Moi, j'ai vu ça et on le met en œuvre dans notre groupe, mais on l'a vu surtout beaucoup aux États-Unis récemment. Il y a des analyses statistiques très fines sur des cohortes de lecteurs qui vont se cogner au paywall et dont certains vont s'abonner. Et on regarde quels articles, quelle fréquence de visite il a été constatée avant que quelqu'un s'abonne. Ça, c'est pas vraiment encore des robots, mais c'est de l'intelligence statistique et des mathématiques appliquées qui permettent de peaufiner des stratégies d'abonnement. Donc toute cette partie-là, on prend. Ça, je crois qu'on utilise et on est très très preneur. Le côté robot, c'est vrai que on peut imaginer qu'il y ait des gimmicks comme ça, mais pour l'instant, moi, je ne crois pas que ça puisse remplacer la qualité d'improvisation et de réactivité des humains, heureusement. Et d'enquête. Pour contribuer à ce débat, je pense que vous avez parfaitement raison. Pour ce qui concerne la télévision linéaire, vous allez avoir besoin de présentateurs, mais pour le monde dont on parle ici, notamment sur vos téléphones, pas la télévision, vous pouvez avoir un ordinateur qui travaille à sélectionner les articles, puisqu'un présentateur, c'est quelqu'un qui rassemble les différents articles finalement. Mais c'est possible d'avoir un être humain qui indique quel sujet regarder. Mais voilà, la télévision se fragmente. Maintenant, il y a Amazon, Netflix, les gens payent pour du contenu. Vous verrez, voilà, telle chaîne d'information dans un aéroport, mais également il y aura des informations qui arrivent sur votre téléphone. Vous ne verrez pas de robot qui va présenter, mais ce sera sans doute un robot qui sélectionnera les sujets. Et c'est la manière dont le secteur va évoluer, je pense. Et sur le droit voisin, John, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, sur le droit voisin que négocie la presse européenne vis-à-vis des GAFA. Quel regard vous portez sur cette démarche ?
Mon opinion, c'est qu'on fait tous du contenu, et lorsque d'autres gens utilisent le contenu, ils devraient payer. Et c'est essentiel pour ce qui est de ce qui est en train de se passer. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, notre grande erreur, ça a été de donner tout libre de droit au départ, au moment de l'apparition d'Internet. Et c'est là que la barrière est en train de changer. Et d'un point de vue journalistique, on veut faire en sorte que les gens qui utilisent nos contenus payent pour ce contenu.